Sud Radio, on décrypte le monde. Il est 8h21 sur Sud Radio, pas tout à fait la même heure du côté de Kiev, mais Emmanuel Macron y est bien arrivé. Il y est en ce moment en compagnie des dirigeants allemands, polonais et britanniques. Objectif, montrer le soutien des grands pays d'Europe à l'Ukraine et faire pression sur Vladimir Poutine. Qu'est-ce que la France peut obtenir de Vladimir Poutine? On en parle avec notre invité Emmanuel Dupuis. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Quel est le but de cette visite aujourd'hui, concrètement, Emmanuel Dupuis? Alors déjà, les 4 dirigeants dont vous avez fait mention ne sont pas les seuls, puisque ce sera une réunion hybride, comme on dit, en présentiel, avec ces personnalités ô combien importantes. Premièrement, parce qu'elles s'inscrivent dans ce qu'on appelle la coalition des volontaires, ceux qui veulent et qui peuvent, ceux qui se sont déjà engagés il y a quelque temps, lors de 2 précédentes réunions, à Londres précisément et à Paris, dans la perspective éventuelle, en tout cas Keir Starmer, Premier ministre britannique, et Macron l'a rappelé, d'envoyer éventuellement des troupes pour réassurer la sécurité de l'Ukraine et accessoirement mettre en perspective dans la durée, faire vivre dans la durée le cessez-le-feu inconditionnel de 90 jours que les Américains désormais soutiennent, avec l'impulsion et la capacité de le faire observer par justement ces troupes françaises et britanniques seulement, mais pas seulement, car d'autres leaders européens ne seront pas présents. Je pense notamment au président finlandais, au premier ministre suédois ou à la première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui seront présents virtuellement. En gros, c'est de montrer, alors que une autre partie du monde était à Moscou il y a quelques heures pour la célébration du 9 mai, qu'il y a peut-être là aussi des coalitions hybrides qui sont en train de se constituer pour soutenir et continuer à soutenir l'Ukraine à côté, et non pas pour soutenir Moscou, mais en tout cas pour démontrer que désormais Vladimir Poutine est de nouveau fréquentable. Oui, mais alors, question Emmanuel Dupuis, s'il y a 4 dirigeants qui ne sont déjà pas d'accord sur tous les points entre eux, qui sont venus physiquement à Kiev, pourquoi les autres n'y sont pas? Pourquoi l'italienne Giorgia Meloni, par exemple, n'est qu'en visioconférence? Parce que Giorgia Meloni, comme le Premier ministre Pedro Sanchez et le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, ont montré quelques préventions à l'idée d'envoyer des troupes sans qu'il y ait un soutien total des États-Unis. Mais l'Allemagne aussi. Les États-Unis, pour l'instant. Pardon ? L'Allemagne aussi. Et pourtant, elle est là. Et l'Allemagne aussi. Et accessoirement, je le précise aussi, Donald Tusk, Premier ministre polonais, qui, pour l'instant, se refuse à envoyer des troupes, mais qui, évidemment, vient démontrer, en tant que président du Conseil de l'Union européenne, que l'Union européenne est aux côtés de Kiev. D'ailleurs, au moment où ces 4 chefs d'État arrivent à Kiev, Kaja Skala, la haute représentante pour la politique étrangère, y était à l'occasion du Forum de sécurité de Kiev. Elle a rappelé que l'Union européenne allait consacrer 1 milliard d'euros supplémentaires pour sous-tendre et renforcer la base industrielle et technologique ukrainienne, et pour appeler à ce qu'il y ait désormais des sanctions plus fortes qui soient brandies face à la Russie. Donc, pour répondre concrètement à votre question, il y a effectivement des divergences d'appréciation sur la manière dont le cessez-le-feu doit être tenu, mais il y a une convergence pour que ce cessez-le-feu ne soit pas un cessez-le-feu temporaire, comme l'a proposé le président russe Vladimir Poutine, puisque lui entendait juste avoir un cessez-le-feu pour que les célébrations patriotiques aient lieu sans que des attaques de drones viennent en perturber le bon déroulement. Alors, la France, notamment Emmanuel Macron, pousse pour qu'il y ait une proposition ferme de cessez-le-feu durable faite à la Russie, et avec une menace de sanctions massives, ce sont les termes utilisés par Paris, en cas de refus de la Russie. Ça pourrait être quoi? Des sanctions massives visant la Russie, venant de l'Occident, qui seraient supplémentaires, qui s'ajouteraient à celles qui ont déjà cours? Alors déjà, ce n'est pas des sanctions de l'Occident, parce que les Américains ne sont pas du tout sur cette même longueur d'onde. Le négociateur Stephen Witkoff, au contraire, dit que si on rentre dans une négociation, il faut qu'au préalable, les Européens lèvent les sanctions. C'est la raison pour laquelle les Européens haussent un peu le ton et divergent un peu de la position américaine en disant qu'il n'y a pas de préalable à la discussion sur cessez-le-feu. Il s'agit d'un cessez-le-feu inconditionnel que la Russie doit accepter, parce que l'Ukraine a déjà accepté ce principe, donc qui vise à arrêter les combats sur terre, sur air et sur mer, pas seulement de manière temporaire, pas seulement sur les infrastructures civiles, choses sur lesquelles il y avait eu un début d'accord, mais que le président Poutine a rompu en frappant des cibles civiles. Donc effectivement, les sanctions européennes, en tout cas celles de l'Union européenne, viseront à continuer à frapper les infrastructures, pas frapper au sens pas propre du terme, mais au sens philosophique du terme, les rentrées financières de ce qui constitue les principales rentrées
donc des marchés russes, c'est-à-dire les hydrocarbures notamment, mais on a aussi en ligne de mire une autre menace qui est une arme de destruction massive, l'utilisation des fonds que l'Union européenne a saisis, 200 à 300 milliards d'euros, qui pourraient, là pour le coup, ne jamais être rendus dans la perspective de ce cessez-le-feu. Les Américains nous incitent à le faire, mais nous y récusons, et nous le refusons d'autant plus que la France, il y a quelques heures, a dit qu'une partie de ces fonds servirait à maintenir les matériels militaires que nous avons livrés à l'Ukraine, en l'occurrence les 43 canons César, puisque nous avons désormais une base de maintenance de KNDS, donc qui fabrique ces canons directement sur le sol ukrainien. Allez, on en reparlera avec vous, pourquoi pas. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis pour cet éclairage.